en Mauritanie, c'est le capital humain. Il y a des autres contraintes, il y a des contraintes de gouvernance, il y a des contraintes de l'histoire et de ce qui est ici, mais une des premières contraintes, c'est vraiment le capital humain. On est en train de finaliser cette étude, elle est presque là, et on va le discuter, le présenter au public, aux notre partenaires gouvernementaux au mois de décembre. Donc, je vais vous donner une sorte de prévue, une sorte de sommaire de ces résultats pour commencer les discussions, mais aussi pour vous orienter en ce qui va venir. On va avoir des débats sur le capital humain dans le pays et je vais vous orienter dans les questions méthodologiques et dans les questions de motivation de ces études. Tout d'abord, je commence par l'index. Monsieur le professeur nous a dit que la Banque mondiale a développé l'index du capital humain. Je vais parler un peu sur cette idée et comment on fait la construction de cet index. Mais en effet, il y a deux différentes approches, deux différentes méthodologies de faire entrer le capital humain dans le débat, dans l'analyse de croissance économique et du développement économique. L'un, c'est cet index, l'index du capital humain. L'autre, c'est l'approche de richesse de nation. Et en effet, je ne veux pas parler beaucoup sur le concept de recherche de nation. On va le discuter peut-être pendant notre présentation des rapports au mois de décembre, mais je veux dire qu'il y a vraiment la complémentarité entre ces deux approches. Donc, l'index de capital humain, il mesure les différents aspects, les différentes dimensions de ce qui est le capital humain, ce qui est productif. L'approche de richesse de nation, il tâche d'évaluer tous les facteurs de la richesse. Cela veut dire la richesse naturelle, le capital physique et le capital humain. Et on fait la valorisation des capital humains existantes en utilisant les données des enquêtes, en tâchant de voir quel est le rendement de stock de capital humain que le pays a. Les deux approches sont similaires dès qu'ils posent la même question. Si un pays possède un certain capital humain, comment l'utiliser mieux? Parce qu'il y a toujours je veux dire, un peu de retard entre l'action pour améliorer le capital humain, pour investir dans le capital humain, et l'utilisation dans l'économie. Donc, si on possède quelque capital humain, comment on peut optimiser, comment on peut le valoriser? Maintenant, l'index de capital humain. L'index de capital humain est construit en utilisant quelques composantes. Il y a le composant de petite enfance, il y a le composant de scolarisation, il y a le composant de survie pendant la vie productive, et donc ce sont tous les éléments qui sont importants. L'innovation de capital humain de la Banque mondiale est ce qu'on prend ces dimensions, cet index, de retard de croissance, de survie jusqu'à l'âge de 5, de survie jusqu'à l'âge 65, des années de scolarisation, de qualité des études, et on les tâche d'agréger, on les tâche de les mettre ensemble et d'avoir le synthèse, en index synthétique de toutes ces dimensions. La différence entre le index de capital humain de la Banque mondiale et l'index de développement humain des Nations Unies est que là-bas, on prend une approche très simple. Dans l'approche de développement humain des Nations Unies, on prend toutes ces dimensions et on le pèse de façon équivalente. Donc, chaque
indicateur a le même poids. Dans notre cas, le poids des indicateurs est lié avec le rendement économique. Donc, on pèse l'éducation, la qualité de l'éducation, en dépendant de plusieurs études, des centaines d'études qui ont ressorti quel est le lien entre le niveau et la qualité de l'éducation et le rendement, la productivité. Donc, on constate que le santé, c'est important, donc il pèse, mais la qualité des études et la scolarisation, c'est encore plus important. Donc, il a un poids plus grand que les autres dimensions. Voilà. Quand on fait cette construction et quand on présente le capital humain contre le niveau de PIB par habitant, on voit que Mauritanie se place un peu comme un cas aberrant. Hein? Il y a un lien très étroit entre le niveau de développement, le niveau de PIB et le niveau de capital humain. Et en effet, ont des facteurs, ont des arguments les plus forts en utilisant le capital humain, c'est le lien. Et on a étudié comment les pays progressent dans l'évolution du capital humain et dans l'évolution de leur croissance économique. Il y a un lien vraiment très étroit. Ici, on le présente de façon statique. En effet, en quelques points de temps, et il y a un dot qui représente un pays. Mais quand on voit cette chose en progression, on voit que l'accumulation du capital humain, c'est un facteur très important de l'augmentation de PIB par habitant. Voilà, Mauritanie est un cas aberrant ici. Je ne veux pas faire beaucoup de ça. On voit qu'il y a un écart entre la ligne de tendance, quelle est la relation normale entre le capital humain et le niveau de PIB, et on voit que Mauritanie est en dessous de cette ligne. Cela veut dire que pour le niveau de PIB, pour le niveau de revenu par habitant réel, il n'y a pas assez de capital humain. On peut dire même que la Mauritanie utilise sa capital humain de façon formidable, même s'il est limité. Le niveau de productivité, le niveau de revenu qui ressort de ça est plus élevé que dans les autres pays. Ce n'est pas une façon vraiment de lire cet index. Pourquoi? Parce que quand on voit comment cet index est construit, on voit ici qu'il y a un problème. Il y a un problème vraiment de mesurement, de comptabilité. Et le problème ressort des qualités de données qui existent ici en Mauritanie. Donc, vous voyez que les résultats des tests harmonisés, en effet, ça pèse beaucoup sur le niveau de l'index. Et ça pèse beaucoup sur le niveau de l'index parce qu'on établit que c'est un facteur, la qualité de l'éducation, c'est le facteur primordial de productivité du capital humain. OK. Le problème en Mauritanie, c'est que le dernier test harmonisé qu'on peut utiliser pour comparer les pays avec les autres pays, c'est 2004. Il y a 20 ans maintenant, ou presque, entre ces points qu'on a retenus, et il n'y a pas de tests qui sont plus récents. Donc, il y a ce problème de décalage entre ce qu'on met dans cet index et ce qui se passe en pays. Donc, j'explique cet écart pas par quelque chose de miraculeux, que le pays a fait plus de son capital humain, mais surtout par les problèmes de saisie, par le problème comment mesurer cet index avec les données qu'on a. Donc, pour plusieurs pays, on a vraiment des séries. Le capital index est mesuré chaque année ou chaque 5 années pendant des décennies. En Mauritanie, il n'y a qu'un point. Donc, je dis ça pour relativiser le niveau de ce qu'on observe et de dire qu'on doit passer au-delà du niveau de l'index et comprendre la notion. Et ce qui est important, de comparer des différents
modification de cet index pour voir ce qui vraiment se passe là-bas. Et je vais faire effectivement ça. Au lieu de se focaliser sur le niveau de l'index de capital humain, je veux dire quel est l'écart entre l'index qu'il est et l'utilisation de ce capital humain. On prend ça comme un point de départ, mais seulement comme un point de départ. On ne l'utilise pas pour juger qu'est-ce qui se passe, mais on fait une autre pas. On dit, voilà, c'est un index fixe, comment il est utilisé dans l'économie. Et tout le rapport et toutes les discussions, c'est comment on peut changer la situation qu'elle est, comment on peut augmenter, valoriser le capital humain qui existe, n'importe niveau. Voilà un peu de théorie là-bas. C'est un modèle classique. On dit qu'il y a toujours le lien entre le capital physique qui est représenté par le capital produit, les biens d'équipement, le capital naturel, la valorisation des ressources naturelles, le capital humain, le stock de tous les savoir-faire, des connaissances, de l'éducation et tout ça, et le niveau de développement, le niveau de la valeur des PIB. Et donc, quand on fait cette étude-là et on voit quelle est l'élasticité en changeant le capital humain, en changeant le capital physique, quel est l'impact sur le revenu du pays? Quel est l'impact sur le niveau de PIB? On voit que le capital humain en Mauritanie reste le facteur plus fort que les autres formes de richesse. Donc, il y a l'élasticité qui est assez grande, et en effet, c'est l'une des plus grandes que j'ai rencontrées. Donc, on voit que le capital humain, même s'il y a les problèmes avec comment on va le mesurer, il y a toujours ce rapport qui est très étroit entre le développement économique et le capital humain. Mais voilà, on vient maintenant dans cette logique, comment on utilise le capital humain qui est donné. Ici, on présente l'index de capital humain qui est ajusté par l'utilisation. Et il y a vraiment un grand écart. Si le capital humain en Mauritanie qui est mesuré de façon brute, le potentiel est 38. 38, cela veut dire quoi? Qu'en comparant avec le pays le plus développé dans le monde en termes de capital humain, et c'est Singapour, en effet, la Mauritanie a 38%. J'ai relativisé déjà cette comparaison. 38%, ça ne dit rien parce qu'il y a le problème des données, mais ce qu'on se focalise, c'est l'écart entre ces 38%, mais quand on corrige quelle partie de capital humain est vraiment utilisée dans l'économie, on ne voit que 15%. Cela veut dire que le capital humain est réduit par moitié, plus que la moitié, quand on le corrige par l'effet de l'utilisation dans l'économie. Et quand on voit dans ce graphique, le niveau de revenu est sur l'axe horizontal, le niveau de capital humain ajusté par l'utilisation sur l'axe vertical, on voit vraiment que Mauritanie se situe parmi les pays les plus problématiques dans le monde. Et ça, c'est un problème, parce que vraiment, s'il y a des limites de capital humain, s'il y a un souci de niveau de capital humain, et même s'il est limité, il n'est pas complètement utilisé, il y a le gaspillage. Et donc, on veut comprendre pourquoi ça se passe, quelles sont les raisons pour cette manque d'utilisation de ce qu'on a. On a constaté que le capital humain a le pouvoir plus grand que les autres formes de capital pour augmenter la richesse. Donc, pourquoi ce n'est pas utilisé? Pourquoi les autres formes de capital, surtout le capital naturel, étaient des moteurs principaux du développement économique de Mauritanie? Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, on veut ressortir des options pour la politique.
Et je vraiment voudrais discuter avec vous quelles sont les idées. Est-ce que ces idées sont applicables? Est-ce que vous voyez ici une sorte de logique? Est-ce qu'il y a les choses qui doivent être peut-être mises plus au relief? Quelle est l'importance relative des différents facteurs? Voilà, il y a 3 problèmes, il y a 3 causes de cette sous-utilisation du capital humain en Mauritanie. Le premier, c'est la transition très difficile entre l'école, le système éducatif et le marché du travail. Je vais parler de ça. Ça prend beaucoup de temps pour les étudiants, pour ceux qui sortent de l'école ou abandonnent l'école pour trouver un emploi productif. Voilà, en long délai. Et le délai, c'est toujours le problème. Parce que quand on est le bien, et le capital humain, c'est le bien qui est productif, et ne l'utilise pas, il commence à se déprécier. Donc, comment éviter cette période de dépréciation qui intervient quand les jeunes gens qui entrent le marché du travail n'utilisent pas, n'accumulent pas plus du capital humain, et même déprécient leur capital humain. Deuxième, il y a sous-utilisation du capital humain de ceux qui travaillent déjà, de populations en force d'âge. Et cette sous-utilisation a des dimensions différentes. Il y a tout d'abord le manque d'emploi. Le taux d'activité en Mauritanie est assez bas, donc beaucoup des personnes ici ne sont pas activement engagées dans le marché du travail, mais il y a aussi le problème de qualité de l'emploi. La qualité de l'emploi, cela veut dire que même si personne travaille, même si le capital humain est utilisé, il n'est pas utilisé complètement et il ne contribue pas de façon qui est possible potentiellement. Il y a le rendement très bas, les revenus de l'utilisation de capital humain, le niveau de salaire, le niveau des revenus des travailleurs indépendants n'est pas suffisant. Troisièmement, il y a une grande disparité entre les hommes et les femmes dans l'utilisation de leur capital humain. Et puisque les femmes constituent la moitié de la population, ça pèse sur le niveau de performance du pays. Ça, c'est un diapo très important parce qu'il présente le parcours des gens dans le marché du travail. Donc, on a utilisé l'enquête de 2017. C'est le plus récent disponible sur le secteur informel, mais c'est une très bonne enquête qui a incorporé beaucoup de choses sur les formes de l'emploi, sur les entreprises, sur le type des travailleurs indépendants et tout ça. Donc, il y a un détail très, très intéressant dans cette enquête. Et puis, on voit les tranches d'âge. 15 à 18 ans, 19 ans à 24 ans, 25 à 37 ans et 35 à 59. Et ça, c'est ce qu'on nomme la force d'âge. Et puis, il y a des personnes âgées. Et on voit là-bas la distribution. Donc, la partie verte, ce sont la partie de ces cohortes, la partie de ce groupe d'âge qui est dans le système éducatif. Et on voit bien que parmi les plus jeunes, la plupart restent dans le système éducatif. Puis, il y a la diminution de ce parti vert. Cela veut dire que les gens sortent du système éducatif et commencent à chercher un emploi. Le parti jaune, en effet, représente cet emploi. Il y a ici 2 formes de l'emploi qu'on retient. L'emploi à plein temps et l'emploi à temps partiel. Ce n'est pas une grande chose, ça ne change pas, ce n'est pas un facteur important dans cette équation. Il y a aussi une partie bleue qui est tout en bas de ce graphe qui représente ceux qui ne sont pas actifs. La partie bleu clair, c'est une partie de ceux qui ne sont pas engagés, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas les chômeurs, qui ne cherchent pas activement l'emploi, mais ils sont disponibles. Ils voudraient travailler. Donc, ce qui se passe ici, c'est une chose très intéressante. Entre les âges 18 et 19 ans,
dans la plupart des pays où j'ai travaillé, il y a une chute, il y a une réduction de ceux qui ne sont pas actifs. Donc la partie bleue qui est en bas diminue. Ici, il augmente. Et si on voit, il augmente toujours. Pour chaque tranche d'âge, il y a plus et plus de gens qui ne sont pas actifs. Ça, c'est une première chose qui est unique et qui est effectivement quelque chose à comprendre. Pourquoi ça passe? Qu'est-ce que se passe ici? Deuxièmement, il y a, si on voit par les tranches d'âge, une partie très grande qui est en haut. Ce sont les chômeurs, les gens qui ont perdu d'emploi ou les gens qui sont à la recherche du premier poste. On voit que c'est une partie assez élevée, c'est plus de 20% de la population. Et si on compute ça comme par rapport à la population active, c'est presque 40% des jeunes gens sont dans la situation de recherche d'emploi. Ils sont chômeurs. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un lien, et on a fait cette étude, il y a un lien, il y a une transition entre l'état de chômage, entre l'état de découragement, quand on reste intéressé de trouver un emploi, mais on n'arrive pas à le trouver, on devient de plus en plus découragé, et puis on sort du marché du travail. Donc il y a un lien entre le chômage, le passerelle par le chômage vers l'inactivité. Et c'est pourquoi le chômage des jeunes est un des problèmes les plus fondamentaux qui, en effet, engendre cette dynamique négative de plus de l'inactivité. Et c'est l'un des passerelles qu'on doit adresser pour prévenir cette sous-utilisation du capital humain dans le pays. Voilà. Une des questions les plus graves dans le chômage des jeunes, ce n'est pas seulement le chômage, mais c'est aussi ce taux de l'inactivité. Ici, on l'appelle néné, ils sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Et donc, quelle est la partie des jeunes de toute cohorte de 15 à 24 ans qui naît dans l'éducation, dans l'emploi ou dans la formation, qui sont chômeurs ou inactifs? La partie est très grande, c'est 4-5% presque. Presque la moitié des jeunes gens, on peut dire, ne font rien. Ils ne sont pas scolarisés, ils ne sont pas formés, et ils ne cherchent pas l'emploi, et ils ne sont pas actifs. Si on regarde la comparaison internationale de l'index, on voit vraiment, Mauritanie ici est marquée par un barre rouge, que Mauritanie se trouve parmi les pays qui, je peux dire, un peu fragiles. Donc, le Mauritanie est au niveau près de Niger dans ce domaine-là. C'est 400 ici, c'est presque 70% à Niger. Mais aussi, il y a l'Afghanistan, il y a Yémen, il y a la Somalie. Donc, Mauritanie se trouve parmi les pays qui sont fragilisés de ce point de vue. Et c'est l'un des index qui peut vous dire qu'il y a vraiment un problème sur le marché du travail et les jeunes gens qui sont les plus actifs et qui sont de plus en plus nombreux ne sont pas contents avec ce que l'économie les offre. Et donc, ici, ce n'est pas seulement le problème économique, mais c'est aussi le problème social. Les gens font leurs efforts, ils trouvent l'emploi. Qu'est-ce qui se passe quand ils trouvent l'emploi? Il y a les deux parties dans ce graphique, dans ce diapo. L'une partie qui est à droite représente la structure de l'emploi en Mauritanie. Et on voit qu'il est dominé par l'agriculture et le secteur des services et de commerce. Ce sont des secteurs les plus grands qui emploient la plupart des gens. Donc, l'agriculture, c'est le problème. À gauche, on voit le niveau de pauvreté. Cela veut dire que les gens qui sont employés dans ce secteur
ne gagnent pas assez d'argent pour avoir leurs besoins les plus basiques, pour faire l'économie de leur ménage. Ils sont pauvres, ils n'ont pas assez pour survivre. Et l'agriculture, c'est une chose des plus problématiques ici parce que c'est un secteur le plus grand, un des plus grands, qui emploie beaucoup de gens, mais qui aussi ne parvient pas à générer assez de revenus pour soutenir la population qui est employée là-bas au niveau décent, au niveau de revenus décents. Mais il y a aussi une sorte d'espérance dans ce graphe-là. Parce que quand on voit, par exemple, le commerce est représenté par un taux de pauvreté un des plus bas en pays. On voit aussi que dans le commerce, il y a plus de femmes qui sont employées que des hommes. Et on voit aussi que c'est un secteur un des plus dynamiques dans le développement économique. Mais pour commercialiser, on a besoin de produire quelque chose. Hein? Donc ça, c'est très important de voir quelle est la situation en industrie. Industrie, tout d'abord, c'est un secteur qui n'est pas grand en tant que la place d'emploi pour les Mauritaniens. Il offre quelque chose qui est assez bon des points de vue, de niveau de vie, mais il y a une grande hétérogénéité dans ce secteur. Quand on voit quelles sont les occupations les plus de l'industrie, et on a vraiment ressorti le tableau, quelles sont les professions les plus répandues dans ce secteur. On voit le charpentier, on voit le boulanger, on voit quelqu'un qui cuisine. Donc ça, ce sont des choses très basiques. Il n'y a pas le secteur de l'industrie qui emploie beaucoup de gens, qui produit des biens de consommation qui vont au-delà de quelque chose qui est très primaire. Donc il y a un problème de développement de l'industrie ici pour faire nourrir ce qui est un des secteurs les plus promettants, le secteur du commerce, le secteur des services, pour valoriser l'emploi là-bas et pour générer plus de revenus dans ce secteur. Ce qui est très important, parce que si on voit la distribution de production des PIB, on voit que le secteur des mines est l'un des plus importants. C'est un moteur un moteur de développement, un moteur de croissance économique, mais qu'il n'emploie que 2% de main-d'œuvre potentielle. Donc, il y a un potentiel là-bas, mais il est très petit. C'est un secteur qu'on utilise comme le source des ressources pour investir dans les autres secteurs, pour diversifier l'économie. La disparité entre les hommes et les femmes. Il y a un concept très intéressant dans la construction de l'index du capital humain, c'est qu'on appelle le bon emploi. On dit le bon emploi, c'est l'emploi qui est salarié. Être salarié, c'est on part vers la formalité, on part vers la vie plus productive. Être salarié en dehors de l'agriculture ou être l'entrepreneur. Donc, quand on dit quelle est la partie des femmes qui font ça, qui sont salariées en dehors de l'agriculture et qui sont entrepreneurs, il n'y a que 100% des femmes dans l'âge productif qui font ça. Donc, il y a un décalage énorme entre le potentiel et ce qui est effectivement utilisé pour générer des biens et pour générer la croissance économique. Et on voit ici que Mauritanie se pose parmi les pays avec le taux d'utilisation du capital humain des femmes en des plus bas. Même que le niveau de capital humain des femmes est plus élevé. On peut avoir des débats ici. Qu'est-ce que la valorisation du capital humain vraiment représente? Et je peux dire qu'il y a des normes sociales, ici surtout, qui est un des facteurs majeurs, qui représente le facteur qui pèse
sur le mariage précoce, sur l'abandon du marché du travail et sur la focalisation sur le ménage. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est unique. Si, en effet, on revient vers le début du XXe siècle, dans ce qui est maintenant les pays développés, il y avait un grand débat. Parce qu'il y avait ceux qui ont advoqué pour l'utilisation plus grande des femmes dans l'économie, pour l'entrée des femmes dans l'économie nationale. Il y avait ceux qui disaient le rôle des femmes, c'est vraiment d'être partie de leur ménage, d'investir dans leur famille. Les femmes plus éduquées, parfait, mais ce qui est important, qu'ils passent leur savoir-faire, leur capital humain à leurs enfants. Et ça, c'est le rôle. Et donc, il y avait plusieurs études, il y avait des centaines d'études qui comparaient le parcours des familles où les femmes travaillent et le parcours des familles où les femmes ne travaillent pas. Et voir si il y a plus de succès parmi ceux qui travaillent ou parmi ceux qui ne travaillent pas et qui utilisent leur capital humain pour éduquer leurs enfants, mais pour aussi prendre en charge des autres membres de ménage qui ont besoin d'être pris en charge. Et voilà, on a vu que les femmes vraiment représentent la modèle, surtout pour les filles, et quand la femme travaille, il y a vraiment un élan énorme pour que les filles aussi travaillent. Donc, si les femmes ne travaillent pas, il y a une sorte de impasse, parce que les filles sont il y a des chances très grandes qu'ils n'entrent pas le marché du travail et ils restent à la maison. Donc, il y a cette norme sociale qui sont renforcées par le comportement. Et une façon de changer les normes sociales est de changer le comportement. Donc ça, c'est qu'on tâche à advoquer ici, c'est qu'on tâche à dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de débats sur les questions des genres ici, et ça va être très intéressant d'entendre ce que vous y pensez. Voilà, j'ai identifié 3 problèmes. Le passage difficile entre l'éducation et le marché du travail, la sous-utilisation de ce qui est représenté dans ceux qui sont employés en force d'âge et la disparité entre les hommes et les femmes. Il y a la manifestation de tous ces risques en Mauritanie. On a parlé de ça, on a ressorti des statistiques, mais il y a un peu plus de détails sur ces diapos. On dit quels sont les effets de chômage élevé parmi les jeunes, quels sont les effets de sous-utilisation de qualité très bas des postes de travail existants. Et il y a aussi toutes les conséquences de sous-utilisation de capital humain des femmes. Et on présente des actions. Donc les options à considérer comment on peut parer à ces problèmes. Je commence par une transition difficile de l'éducation au travail. Tout d'abord, on constate qu'une des parties les plus importantes qui rend ce trajet, ce parcours aussi difficile, c'est la qualité de l'éducation. On dit qu'une partie du système éducatif à Mauritanie ne prépare pas, ne donne pas aux jeunes gens des compétences qui sont demandées par le marché d'emploi. Donc la solution, c'est de ressortir ce qui est demandé, de faire un lien plus étroit entre la formation professionnelle, l'éducation et le marché du travail. Et en effet, il y a des modèles qui sont testés ici et qui marchent, on pense très, très bien. Et c'est le mot travail sur l'un de ces projets, c'est le projet d'emploi des jeunes, qui effectivement tâche de faire ça, de faire une connexion entre les demandes de l'économie et la formation, les cours de formation. Mais il y a aussi les autres contraintes. Il y a une contrainte de manque de savoir-faire, de comment on peut lancer leur propre affaire. Il y a un manque d'accès aux finances.
surtout pour les jeunes. Donc, il y a toutes ces barrières que le projet, la démarche politique doit adresser. Et c'est seulement en intégrant toutes ces dimensions, la dimension des formations, la dimension des savoir-faire spécifiques et la dimension d'accès aux finances et aux autres biens productifs qui est nécessaire d'intégrer pour résoudre le problème de chômage des jeunes. Il y a aussi un problème des incitations. Et en effet, dans plusieurs pays, on a essayé d'inciter les jeunes d'être plus actifs, de rechercher l'emploi ou de lancer leur propre affaire. On dit que le taux d'échec quand on lance son affaire, c'est 80%. Donc, on a besoin de commencer et recommencer encore, et on a besoin d'avoir un système de soutien qui aide aux jeunes gens d'expérimenter, de trouver leur propre chose qui marche dans le contexte économique. Donc, on a besoin de faire des études pour comprendre quels sont les secteurs et sous-secteurs promettants où on peut inciter les jeunes gens d'investir leur talent, leur énergie et de supplémenter ça avec des ressources financières adéquates pour soutenir cet effort. Voilà, c'est une réflexion sur ce qui est important pour briser ce cycle de passage difficile au marché au travail, le découragement, l'inactivité. Socialisation des capitaux humains des travailleurs. Il y a vraiment cette rigidité sur le marché du travail. Il n'y a pas assez d'informations. Quels sont les postes d'emploi disponibles? Quand on voit le système d'intermédiation en Mauritanie, on même pose la question si c'est vraiment au marché du travail ou c'est tout simplement un réseau des liens informels qui existent entre les familles, entre les voisins, qui s'aident à trouver quelque chose. Mais il n'y a pas vraiment un système compréhensif qui aide à gérer, qui aide à faire des décisions sur le marché du travail. Et ça, c'est une manque d'information, c'est une barrière. Une autre barrière, qu'il y a des pratiques de l'embauche qui ne sont pas efficaces, qui utilisent ces choses des liens sans avoir une idée claire de quelles sont les compétences, sans avoir les certificats qui sont adoptés, sans avoir l'assurance que, en effet, les gens qui sont embauchés possèdent de ces qualités. Donc, en effet, il y a tout un travail à faire pour régulariser le marché du travail, pour avoir un système compréhensif d'information sur le marché du travail, mais aussi de faire des études pour comprendre le comportement sur le marché du travail et comment on peut améliorer les pratiques de l'embauche, les pratiques de gérer les ressources humaines au niveau de l'entreprise. Donc, c'est la deuxième façon, le deuxième axe. On ne dit pas qu'on doit créer l'emploi. C'est impossible de créer l'emploi. Tout l'emploi qui est créé avec les ressources publiques, dès que les ressources publiques est retirées, il disparaît. Donc, on a besoin d'avoir vraiment les postes de travail soutenables qui sont produits par les demandes de l'économie. En effet, la disparité des hommes et des femmes, en effet, ici, on voit des problèmes de normes sociales qui est très fort, et je pense qu'il est au centre. Mais il y a aussi, on voit déjà le changement de comportement. Comment on peut renforcer ce changement de comportement? Comment on peut aider à plus de l'activité aux femmes? On dit ici, encore une fois, accès aux compétences, au savoir-faire. Il y a des exemples des femmes qui entrent l'entrepreneuriat et qui ont beaucoup de succès. Donc, on a besoin d'apprendre comment ça se fait et de retirer des leçons. Il y a toute une série de recherches qui doivent être faites ici pour ressortir ce qui est déjà là et pour voir quelles sont les options.
pour changer les comportements. Il y a des expériences très intéressantes dans le projet qu'on appelle SWEAT. C'est le projet qui travaille avec les adolescents, qui les aide à autonomiser, à prendre leurs propres décisions, à avoir une idée claire de comment ils vont réussir dans la vie économique. Et je pense que c'est très promettant, mais c'est à une échelle minuscule. Donc, on a besoin vraiment de porter toutes ces initiatives à l'échelle. Il y a aussi une sorte de contradiction entre les lois et le cadre institutionnel traditionnel et le cadre institutionnel moderne qui est établi par l'État mauritanien. Et ces contradictions, en effet, est l'un des facteurs qui préviennent les femmes d'être plus actives sur le marché du travail. On est sur là-bas, mais on n'a pas de solution, on dit seulement, on constate seulement, c'est vraiment quelque chose à adresser. Et ici, vous avez des idées, on est toujours à l'écoute. Voilà, j'ai fini. Ce sont des questions pour la discussion. Je vois ici que j'ai posé une question. En question, c'est le décalage entre le capital humain et la croissance économique. On dit que la croissance économique en Mauritanie ne dépend pas autant du capital humain qu'il dépend dans les autres pays. Le capital humain ne représente pas que 50% de la richesse nationale. La richesse nationale, c'est les ressources naturelles et c'est le capital physique. Est-ce qu'il y a la perception ici que c'est vraiment un décalage, c'est un facteur qui n'est pas complètement utilisé dans la croissance économique? Est-ce qu'il y a un partage de ces diagnostics? Est-ce que vous êtes d'accord ou vous avez des soucis, vous avez des questions? Ce n'est pas clair. Deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord avec les trois causes de sous-utilisation? Le passage difficile entre l'école et le travail, la qualité de l'emploi qui existe et le décart entre les hommes et les femmes dans leurs activités économiques. Qu'est-ce que vous pensez du rôle relatif de ces trois facteurs? Comment vous pensez est le ranking, est le poids relatif de chaque facteur? Est-ce que vous êtes d'accord avec les recommandations ou vous avez des idées comment on peut renforcer ces options, ces recommandations et les faire un peu plus concret? Parce que maintenant, ça reste un peu théorique, ça reste au niveau conceptuel. C'est pas vraiment quelque chose de mise en œuvre. Même que j'ai mentionné qu'il y a des expériments très intéressants, très importants dans les deux projets que j'ai mentionnés, aussi que dans les autres projets de notre partenaire. Il y a vraiment cette focalisation sur la jeunesse. Il y a beaucoup des expériences qu'on tire de ces initiatives et il y a vraiment une action focalisée sur le genre, sur les questions de genre. Mais on ne voit pas assez d'actions comment augmenter la qualité de l'emploi qui existe pour ceux qui travaillent. Donc, autres commentaires, autres idées sont bienvenus. Merci beaucoup pour votre attention. C'était un peu long. Merci.